Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons de la présidentielle en France cette semaine, jour de scrutin. Quels sont les scénarios possibles? Et nous en parlons avec Louis Magloire Kemayo, écrivain et journaliste. Il nous fait encore l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Magloire, merci. Merci de m'avoir invité. Et pour cette seconde partie, les téléspectateurs vont nous rejoindre pour poser des quesaux aux équipes via WhatsApp, plus 228 96 46 10 31. Ils sont d'ailleurs très nombreux à nous écrire. On va relayer la question de Pierrot depuis la IOA. Donc là, il dit que l'élection en France ne devrait pas nous concerner, nous Africains. Nous avons un grand problème au nord du Togo et du Ghana, selon Konrad Adenauer, qui dit que c'est dans ces deux pays que les groupes djihadistes parviennent à recruter des jeunes combattants. La France en Libye a armé les terroristes qui nous dérangent aujourd'hui. Focalisons-nous sur les problèmes africains, nous dit Pierrot depuis la IOA. Alors, Pierrot dit trois choses qui sont très importantes. La première, c'est que nous devons nous occuper de nos affaires. Certes, ça, on doit le faire. Il nous dit également qu'il y a des problèmes dans certaines parties de nos territoires et que c'est là que se recrutent les djihadistes. C'est un autre problème. Et puis, il dit que la France a armé les terroristes en Libye. C'est un fait également. Mais on ne peut pas dire qu'on ne doit faire exclusivement que nos affaires. On ne peut pas dire que nous devons uniquement nous occuper de nos affaires. On peut s'occuper de nos affaires, mais en gardant un œil attentif sur ce que font nos partenaires. Cela ne signifie pas qu'on attend tous deux. Cela signifie simplement qu'on est au courant de ce qu'ils font et qu'on serait prêt, s'ils mettaient leur plan en action, de répondre et de réagir à la hauteur de ce qui arrive et surtout en étant avisé dans notre décision. Ça, c'est très important. Cela ne signifie pas qu'on doit être à la solde de qui que ce soit. Cela signifie simplement qu'on a compris que quand on est président du Togo, quand on est militaire togolais ou quand on est citoyen togolais, c'est le Togo qui est la priorité. Après, on peut avoir des partenariats avec la Turquie, avec qui on veut, mais cela ne signifie pas que si on a besoin de ce partenaire pour développer un axe ou un autre dans notre développement, on devient un sujet de ce partenaire-là. C'est la lucidité qu'il faut garder. Mener de front plusieurs choses, mais en gardant en tête le fait que notre priorité, c'est notre pays. Sur le fait que la France ait distribué des armes, c'est un fait établi. La France, pas seule, avec d'autres pays de l'OTAN, notamment l'Italie et la Grande-Bretagne, a distribué énormément d'armes qui ont inversé le rapport de force dans le renversement de Muammar Kadhafi et son assassinat. Ces armes-là n'ont pas été récupérées. Et s'il y a un problème aujourd'hui dans le Sahel, qui est en train de descendre également vers la partie côtière de l'Afrique de l'Ouest, c'est parce que ces armes-là ont changé le rapport de force, y compris jusque dans la partie atlantique de la CEDEAO. Donc si on ne résout pas le problème en Libye, on ne pourra pas résoudre le problème dans nos pays. Mais ça, c'est une question de coopération. Ce n'est pas une question de vie nationale. Mais comment peut-on traiter la responsabilité de la France dans la désagrégation de la Libye? Sa responsabilité est évidente. Oui, mais comment doit-on la traiter? On doit porter l'affaire devant la justice interne. De mon point de vue, on la porte devant... Comment est-ce qu'on est en train de traiter aujourd'hui la situation en Ukraine par rapport à la guerre que la Russie y mène? On fait juste le parallèle et la réponse est trouvée. Mais qui doit la porter, cette responsabilité? Il y a une Cour pénale internationale qui se saisit de plusieurs dossiers, là où on ne l'a pas invité. Mais pourquoi ne le fait-il pas dans le cadre de la Libye? Parce que nous sommes dans le cas de pays qui sont très puissants et qui, au Conseil de sécurité, vous avez remarqué que pour permettre au Conseil des droits de l'homme de prendre sa résolution, on a dû en exclure la Russie. On a trouvé un mécanisme pour exclure la Russie. Or, les pays africains aujourd'hui ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Et tant qu'ils n'y sont pas, les décisions de la CPI dépendent en grande partie de ce Conseil de sécurité des Nations Unies. Et tant qu'on n'a pas un pays africain suffisamment fort pour faire prendre cette décision, ou que l'ONU reste encore entre les mains des pays les plus riches et militairement les plus producteurs, il est difficile de prendre une résolution sur la Libye condamnant la France et les autres pays de l'OTAN. Donc aujourd'hui, ce rapport de force-là existe. Il est en défaveur des pays africains qui pourraient porter plainte, mais il faudrait quand même faire la tentative. Il faudrait faire comme l'Ukraine, dire on a besoin aujourd'hui de régler ce problème qui a été posé par la France et dont nous subissons les conséquences.
Sur la question de l'intérêt que les Africains doivent porter sur les élections en France, nous devrions avoir le point de vue de Philippe Simon. Est-ce qu'il est en duplex avec nous de Paris? Est-ce qu'on a réussi à établir la liaison avec lui? Est-ce qu'on peut l'écouter? Apparemment pas encore. On va revenir donc au studio avec les questions des téléspectateurs. Sana nous a écrit aussi un long message en 3 volets. Il a réagi sur l'affaire Benalla, l'affaire McKinsey et le bilan en Afrique d'Emmanuel Macron. Sana Komla Sadio Hitchou. Sur l'affaire Benalla, il dit qu'il s'agit d'un chargé de mission de l'Élysée qui usurpe la fonction de policier et qui violente des manifestants. Où se trouve la responsabilité directe du président Macron? Elle se trouve dans le fait que Benalla faisait partie de l'administration présidentielle et que s'il a agi en faisant des choses alors qu'il était mandaté par la présidence ou pas, la présidence aurait dû condamner. Il y a eu des auditions de Benalla et d'autres personnes qui n'ont pas contesté le fait que Benalla agissait et qu'il lui avait accordé certains privilèges pour cela et que par moment il a usurpé, il a outrepassé cela en se prétendant de choses qu'il n'avait pas l'autorisation de faire. Mais c'est la responsabilité de l'État, c'est que c'est un fonctionnaire de l'Élysée, enfin il fait partie de l'administration présidentielle et que c'est à elle de régler ce problème. Si les policiers ne sont pas capables d'identifier que l'un de leurs brassards est porté par quelqu'un qui n'a pas le droit de le faire et qu'il le lui accorde à plusieurs reprises, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une rupture dans la chaîne de commandement. Et cette rupture-là, soit quelqu'un l'a avalisée, soit quelqu'un l'a couverte. Et donc, c'est à ce niveau-là que la responsabilité de l'Élysée se trouve. On aurait dû prendre les bonnes décisions au bon moment. Cela n'a pas été fait. Donc, l'administration présidentielle est concernée aussi. Et des bruits de couloir on dit que Benalla était un privilégié de l'Élysée. Est-ce que vous avez, en tant que journaliste, des informations là-dessus? Non, mais... Qui est Benalla C'est un jeune qui a eu une enfance relativement difficile. Puis il est entré dans les services de sécurité. C'était son rêve le plus absolu. Il est allé à l'Élysée. Il rêvait de travailler à l'Élysée. Il l'a fait. Puis il a eu une relation privilégiée avec le président Macron. Bon, c'est chacun son parcours. Après, ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Est-ce que ça s'est vraiment terminé? Je n'en ai aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne travaille plus auprès du président Macron et qu'il n'a plus tous ces privilèges dont il disposait, y compris celui de détourner le circuit qu'allait suivre le bus de l'équipe de France quand elle est revenue de Russie avec la Coupe du Monde. Sur l'affaire McKinsey, Sana nous dit qu'il s'agit d'un cabinet américain, certes, mais basé en France et assujetti aux impôts français. Le problème que cela pose est que malgré les millions de chiffres d'affaires en France, McKinsey, France semble ne pas payer des impôts. Ceci dit, le parquet financier a ouvert une enquête pour déterminer s'il y a fraude fiscale ou pas. Attendons le travail de la justice française. Le travail de la justice française après les élections, c'est le médecin après la mort. Oui, c'est le médecin après la mort, mais c'est surtout qu'on n'a pas besoin d'enquêter pour savoir qu'ils n'ont pas payé leurs impôts. C'est un fait qui est établi. Maintenant, c'est entre les mains de la justice pour mesurer l'ampleur du dommage qui a été causé à l'État français. L'idée n'est pas de savoir s'il y a eu des dommages ou pas. Il y a eu des dommages. Maintenant, quelle est l'ampleur et quelles seront les conséquences? Ça, c'est le travail que la justice va faire. Mais ce n'est pas pour établir les faits. Les faits sont déjà établis. Monsieur le deuxième volet de sa question, le bilan en Afrique de Macron, les relations internationales sont un peu un lieu de rapport de force. C'est à nous, Africains, de prendre nos responsabilités, non pas en rejetant tout ce qui vient de la France, mais en mettant en concurrence toutes les offres sur la table et opter pour celle qui va dans notre intérêt. Ni le président russe, ni américain, ni celui des autres puissances ne peuvent prendre des décisions dans l'intérêt des Africains. Ceci dit, un président français ne peut être le président de l'Afrique. Il est élu pour les intérêts des Français. Je ne sais pas ce que je peux ajouter. C'est le bon sens qui a parlé, je ne peux qu'acquiescer. J'avais promis parler du taux de participation qui est à 24% à cette heure-là, en net recul par rapport à la présidentielle dernière et à celle d'il y a 10 ans, enfin 10 ans exactement. Et donc pourquoi il y a cette forme de désaffection des Français vis-à-vis des élections?
C'est une tendance qui n'est pas que française. Beaucoup se sont moqués des Africains en disant qu'ils ne s'intéressaient plus à la politique parce que leurs dirigeants sont corrompus. Mais c'est à peu près la même chose qu'on mesure aujourd'hui à l'échelle de la France. Et c'est un phénomène qui est durable. D'une part parce que les jeunes aujourd'hui ne croient plus en la politique. Ils ont l'impression que la politique se fait contre eux ou alors sans eux. Les décisions qui sont prises pour les seniors qui sont les plus nombreux et les plus réguliers à voter. C'est-à-dire ceux qui ont plus de 50 ans aujourd'hui sont l'électorat le plus certain sur lequel peuvent compter les partis politiques et les candidats. Or, la jeunesse qui attend beaucoup, puisque les décisions qui sont prises et vont impacter la vie de ces jeunes-là beaucoup plus durablement que celles des adultes. Donc toutes les décisions sont prises par rapport à eux. Et donc les jeunes qui aujourd'hui ne vont pas aux élections alors qu'ils constituent quand même un contingent important du corps électoral, ces jeunes-là ont l'impression que la politique n'est pas pour eux, qu'elle ne se fait pas pour eux et donc ils ne vont pas voter. Si en plus de ça la météo est plutôt douce, voire qu'il fait un peu chaud, il y a des gens qui ont tendance à aller plus à la plage qu'à aller voter. L'autre argument, c'est qu'il y a sur le plan scolaire actuellement une partie de la France qui est en vacances scolaires. Donc si pour les vacances scolaires, certaines familles ont choisi de voyager, elles ne pourront pas voter, puisque là où elles vont, elles ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Donc ce sont tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, la mobilisation est très importante. Les partis et les candidats qui auront réussi à mobiliser et à garder leurs militants mobilisés remporteront la mise. Mais ceux qui se contenteront de faire une campagne non identifiée, enfin une campagne tous azimuts, mais sans garder le fil avec leurs militants et leurs électeurs, ceux-là pourront faire face à de grandes surprises au moment de la proclamation des résultats. Généralement, les élections dans la matinée mobilisent plus qu'en soirée. Ça veut dire que le taux de participation risque de descendre davantage. Non, pas forcément. C'est vrai que le matin, certaines personnes qui vont travailler préfèrent aller vite voter quand il n'y a pas beaucoup de monde et puis de revenir. Et puis d'autres attendent la mi-journée ou alors la fin de la journée pour aller le faire parce qu'elles se disent que de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. On a vu Macron en tête pendant toute la campagne. Ce serait logique qu'ils gagnent, donc ils n'y vont pas. Il y a souvent ces idées-là qui sont aussi entretenues et qui font que les gens ne se précipitent pas. Mais je crois que pour cette élection, beaucoup de souplesse a été donnée. Par exemple, quand vous êtes atteint de Covid, normalement vous devriez être en isolement. Mais on a permis à des gens qui sont atteints aujourd'hui de sortir de leur isolement pour aller voter. Espérons que cette décision permettra au taux de participation de grimper un peu plus qu'il ne l'est maintenant. 92 10 32, c'est Jean qui nous écrit de Cara. Pouvons-nous dire qu'un candidat de la droite ou de l'extrême droite serait un atout pour le continent africain, Marine Le Pen par exemple? Je l'ai lu dans certains documents dans la semaine. Certains souhaitent l'élection de Marine Le Pen pour avoir une vraie rupture des relations de la France avec l'Afrique. C'est comme si, je vais prendre une image, c'est comme si vous étiez un spectateur en tribune, que vous regardiez un match et que vous espériez, non, c'est même pas un spectateur, vous êtes un joueur d'une équipe de foot qui n'est pas qualifié pour une compétition. Vous regardez deux autres équipes jouer et vous espérez qu'on va battre l'autre pour que vous qualifiez pour une compétition. Vous pouvez le faire, vous avez le droit de l'espérer. Mais ce qui vous qualifie le mieux, c'est votre jeu à vous. Si vous arrivez à bien jouer au foot, à avoir une stratégie, à avoir une équipe, un bloc équipe qui défend bien et qui attaque bien, qui marque les buts et qui n'en encaisse pas beaucoup, vous gagnerez. Mais l'autre équipe, vous pouvez juste avoir de l'admiration pour elle parce qu'elle a de bons talents également. Mais vous ne pouvez pas espérer qu'elle fera votre jeu, que sa victoire à elle sera la vôtre. Encore une fois, Marine Le Pen, Éric Zemmour ou n'importe quel autre candidat est français et est élu par les Français. Il ne rend des comptes qu'aux Français, qu'à ses électeurs et électrices. Pourquoi voulez-vous que cela change quoi que ce soit en Afrique? Si l'intérêt de ses électeurs, c'est qu'elle pille l'Afrique, Marine Le Pen pillera l'Afrique. Si l'intérêt de ses électeurs, c'est que... annoncer les couleurs entre-temps, avec une visite surprise au Tchad auprès de... Non, ça ne garantit rien. Encore une fois, quand on est en campagne, on fait énormément de promesses. Et ces promesses-là, rien ne garantit qu'elles seront tenues. Ce n'est pas un contrat, ce n'est qu'une promesse. Et je voudrais ajouter que dans le cas des pays africains,
si nous ne croyons pas au fait qu'il est important de devenir une vraie puissance, c'est-à-dire que nous sommes une puissance potentielle aujourd'hui. La CEDEAO est une puissance potentielle. Le continent africain est une puissance potentielle. Il faut transformer ça en réalité concrète. Il faut que nous devenions une puissance qui se fait respecter sur la scène internationale, et ce n'est pas en cherchant un nouveau colon ou en cherchant un nouveau maître que nous allons devenir cette puissance concrète-là. C'est en travaillant à cela, c'est en imposant, comme la Chine l'a fait, que nous deviendrons une grande puissance. Les pays des BRICS, là, aujourd'hui, tous ont atteint ce niveau parce qu'ils y ont travaillé. Ils ne se sont pas posé la question de savoir si Berlusconi était élu en Italie ou si Biden était élu aux États-Unis, voire Macron. Est-ce que cela changerait quelque chose pour eux? Ils y ont travaillé et nous devons y travailler aussi. Nous allons au Bénin depuis Nikiki. Nikiki, je ne connais pas très bien. Moi non plus. Nikiki au Bénin, c'est Cyprien Anoum qui nous écrit: je suis très sidéré par la maestria avec laquelle vous animez l'émission. Merci, ça fait plaisir. J'ai 2 questions pour votre invité, Magloire, pour qui j'ai beaucoup de respect eu égard à la perspicacité de ses analyses. Je le suis sur beaucoup de médias, notamment français également. Vous avez des fleurs du Bénin. Merci, je les prends. Vous savez, les roses ont des épines aussi. Mais je les prends. Sa première question, oui. Les différentes sorties de Macron et sa position sur la guerre en Ukraine n'ont-elles pas contribué à effondrer ses chances de réélection? S'il arrivait qu'il soit réélu, qu'est-ce qui pourrait changer cette fois-ci dans sa nouvelle politique avec les précarés français? D'abord, la première question, sa politique internationale, la guerre en Ukraine, est-ce que ça a fragilisé C'est vrai qu'il y a une image qui a été désastreuse pour le président Macron quand il est allé au Kremlin. Oui. C'est d'être reçu autour d'une table qui faisait près de 6 mètres et de parler à travers un micro à son interlocuteur. C'était tout sauf respectueux, c'était tout sauf quelque chose qui le grandissait. Là-dessus, je suis d'accord que ça ne lui a pas rendu service. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier que le président Macron assume la présidence de l'Union européenne actuellement, et que, quelle que soit l'issue de cette guerre, il aura joué sa part. Bien sûr, ce sont les États-Unis et d'autres partenaires comme Israël et la Turquie qui tiennent aujourd'hui le haut de la dragée en matière de diplomatie concernant cette crise-là, mais la France n'a pas été exclue. S'il y a un pays aujourd'hui avec lequel la Russie continue de discuter malgré la guerre qui se poursuit, c'est la France. Donc c'est quand même au mérite du président Macron qu'il faut mettre cela. Est-ce que la France n'a pas eu une diplomatie bizarre en approchant Poutine? Il a été l'un des rares à le faire, Emmanuel Macron, et au même moment en promettant des armes à l'Ukraine. Non, parce que de l'autre côté, l'Ukraine aussi estime que les entreprises françaises doivent quitter la Russie, et que si elles ne quittent pas, c'est que la France n'est pas un partenaire fiable. Les entreprises françaises, ils ont dressé une liste d'ailleurs d'entreprises françaises qui continuent d'opérer en Russie, et que cela était un coup de poignard dans la coopération entre la Russie, entre l'Ukraine et la France. Non, je ne sais pas s'il pourra s'en tirer. Non, mais ma vraie question, c'est que est-ce que vous pouvez être négociateur, vous positionnez un négociateur et au même moment promettre des armes à une des parties, c'est-à-dire prendre parti dans le conflit? La France, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est membre de l'OTAN. Et dans l'OTAN, la seule tête qui dépasse, ce sont les États-Unis. Si les États-Unis vous demandent de faire quelque chose, vous le faites. Il n'y a pas de demi-mesure là-dessus. Et je crois que c'est dans cette position que se trouve le président Macron. Ils font partie de l'OTAN, donc ils doivent respecter la discipline des pays de l'OTAN. À côté de ça, ils essaient de négocier. Et si je voulais revenir sur la conséquence par rapport à son éventuelle réélection, je dirais que les Français lui sauront gré d'être resté un interlocuteur valable à la fois pour les États-Unis, pour la Russie et pour l'Ukraine. Cela lui a permis de ne pas entrer en campagne trop tôt. Cela lui a permis d'avoir l'image d'un chef d'État qui est aux affaires et qui continue de protéger son pays et de travailler à la grandeur de son pays sur la scène internationale. Pour beaucoup, il n'y a que cette image-là qui restera. Parce que la guerre, on ne sait pas si elle se terminera demain ou si elle se terminera dans 10 ans, mais l'élection, elle a lieu maintenant et c'est là qu'il en tirera tous les gains. Il s'est investi, peut-être à minima, mais ce que les gens retiendront, c'est qu'il était là. Il n'a pas fui ses responsabilités. Alors là, la deuxième question de Cyprien Anoum. Si Macron est réélu, il est dans
dans la politique de supposition. Cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera sa nouvelle politique avec les précarés français? Ah, difficile de le savoir. Je crois qu'il a déjà ce conseil présidentiel pour l'Afrique qu'il a créé et dont on n'entend plus beaucoup parler. Au début, encore une fois, j'ai énormément salué le travail du conseil présidentiel pour l'Afrique par rapport à la préparation du discours de Ouagadougou et de la participation des étudiants à ce discours-là et à l'interactivité que cela a apporté. Mais il faut dire que depuis que ce discours est passé, on n'a plus entendu parler du conseil présidentiel pour l'Afrique. Il faudrait trouver le moyen de le remettre sur pied. J'ai cru entendre que le sommet de Montpellier avait fait naître une nouvelle dynamique par rapport à la société civile et qu'un lien direct, beaucoup plus direct, allait être établi avec l'Élysée. Est-ce que c'est à travers le canal du Conseil présidentiel pour l'Afrique ou à travers un autre canal? Je n'en ai aucune idée. Mais il faudrait qu'il arrive à travailler non seulement avec la société civile, mais à respecter les codes également, qui sont ceux d'avoir un sommet Afrique-France des chefs d'État. Parce que c'est la conférence des chefs d'État d'Afrique et de France. Normalement, le nom du sommet, c'est Conférence des chefs d'État d'Afrique et de France. Si elle ne se tient pas, c'est qu'il y a un problème sur le plan diplomatique. Et si elle se tient, on ne peut pas remplacer la participation des chefs d'État par la société civile. Donc, il faudrait qu'il tire tout cela au clair et que cela permet d'avoir une vraie visibilité, y compris dans des dossiers comme ceux du Sahel, où aujourd'hui, on a l'impression que la France a perdu le Nord, qu'elle ne sait plus sur quel pied jouer. Tantôt, elle nous dit qu'elle va se redéployer au Niger, tantôt, elle le dément, tantôt, elle dit qu'elle va continuer. Enfin, elle veut étendre sa présence, y compris au Bénin, qui a demandé la participation. Je crois qu'il y a aujourd'hui une politique qui ressemble à quelque chose de très flou concernant la France en Afrique et qu'il faut éclaircir tout cela, il faut préciser tout cela. Merci Cyprien et bien de choses à nos téléspectateurs de Niki au Bénin. On va prendre une autre question, 91 86 06, 91 86 06. Bonjour, je suis Chris depuis Anfoin, dans la préfecture des Lacs. Anfoin, oui. Je voudrais poser 3 questions. D'où vient le financement des troupes françaises en Afrique? Est-ce que le Mali, par exemple, contribue au financement de Barkhane? Quels sont les intérêts de la France dans le maintien de ces troupes en Afrique? Merci pour l'émission. Merci à vous également, Chris, depuis Anfoin. Alors, dans le détail, les opérations militaires françaises sont financées par l'État français. Les opérations extérieures, comme on dit, c'est sur le budget du ministère de la Défense, donc c'est financé par l'État français. Le reproche que je peux faire à ce type d'opération, que ce soit les opérations extérieures françaises ou bien les missions de maintien de la paix des Nations Unies, c'est qu'elles ne permettent pas toujours aux économies nationales de prospérer. Je mets de côté l'aspect idéologique de on permet ou on ne permet pas aux troupes extérieures de venir sur le terrain. Je prends vraiment l'aspect économique parce que ça pèse également de tout son poids. Comment est-ce que sur le plan économique, on peut importer toute l'alimentation des troupes qui arrivent sur place pour travailler pour le pays et estimer que l'option militaire, sans cette dimension économique, qui commence par acheter les produits locaux, ne peut pas avoir une importance? Ça aide à la vie au sein de ces espaces-là. Imaginez que les Peuls ou bien les Dogons, j'en sais rien, des régions où ils sont, vendent leurs produits agricoles, alimentaires et leurs produits de façon plus générale aux forces françaises et aux forces des Nations Unies sur place, ça fait un débouché commercial et économique qui permet d'améliorer le quotidien de ces personnes-là. Mais cela ne se fait pas. Je crois que c'est ça qu'il faut davantage réparer pour entrer dans une certaine forme d'équilibre, pour dire que au-delà de l'opération militaire, il y a une opération, je dirais pas sociale, mais c'est presque cela, qui consiste à participer au développement du petit commerce et des activités artisanales dans les espaces où ces armées-là interviennent. Pour moi, c'est une dimension qu'il ne faut pas négliger. Parce que pendant très très longtemps, la philosophie a été de dire, si on gagne militairement les djihadistes, on va probablement garantir la paix de façon durable. Mais si vous le faites sans garantir l'aspect économique et l'aspect social, ces djihadistes-là reviendront. Ils ont de l'argent qu'ils tirent de plusieurs activités, y compris des activités illégales, et à travers ce financement qu'ils apportent aux citoyens dans les zones où ils arrivent, ils auront toujours plus de sympathie que l'armée nationale et que les soutiens des armées nationales. Donc pour moi, ce n'est pas qu'une option. Il faudrait qu'on arrive à avoir
et l'économique et le social, plus de militaires pour que ça marche. Et en ce qui concerne le militaire, est-ce que, au lieu de déverser sur ces territoires des milliers de soldats, pourquoi ne pas venir en petite équipe et accompagner les armées africaines sur place à opérer comme le fait de plus en plus la Russie? Je ne suis pas militaire pour vous répondre précisément. Mais ce que je sais, c'est que s'il a été décidé que des armées étrangères, françaises, togolaises, puisque des Togolais également ont perdu la vie au Mali, viennent... Une vingtaine de soldats déjà. C'est qu'il y avait nécessité d'avoir des partenaires supplémentaires au-delà de l'armée traditionnelle. Mais il faut que tout cela soit bien pensé. On ne doit pas juste faire venir les gens parce qu'on a envie d'avoir des gens. On doit définir les tâches que doivent remplir les partenaires qui arrivent. Et je crois que la faiblesse et la paresse est peut-être là, celle de n'avoir pas réfléchi en amont sur ce que pourrait être la contribution des partenaires et n'avoir pas tracé un schéma d'action qui permettrait peut-être que cette contribution-là soit optimale. Donc j'espère que les Maliens à eux seuls y arriveront si on leur donne la logistique, mais si on peut en plus de la logistique leur apporter des ressources humaines qui soient capables de leur faire atteindre leurs objectifs rapidement, pourquoi pas? Liberté nous écrit de Barkwasi. Barkwasi, c'est au nord du Togo, près Mango. Bonjour chers téléspectateurs 99 85 09. Bonjour chers téléspectateurs et animateurs de New World, merci. Nous vous suivons avec intérêt. Les élections qui se déroulent en France aujourd'hui ne me disent absolument rien. Vous voyez là le mérite de le dire clairement. Je ne soutiens aucun candidat. Toute personne élue en France viendra pour défendre les intérêts de la France et non pour l'Afrique. Que les pays africains francophones luttent pour avoir leur vraie indépendance politique et économique vis-à-vis de la France. Liberté depuis Barkwasi. Un tout petit peu votre position oui, avec quelques nuances. Oui, je crois que nous devons comprendre aujourd'hui que le bonheur de l'Afrique ne viendra que de l'Afrique et des Africains. Si jamais il y a un bonus qui peut être apporté à ce bonheur-là, tant mieux, d'où qu'il vienne ce bonus. Mais nous devons fondamentalement penser que notre bonheur dépend de nous, avant de dépendre de qui que ce soit. Christian de Sokoré semble être sur la même position. Christian de Sokoré, merci beaucoup pour l'émission. Que X ou Y remporte l'élection présidentielle en France, cela importe peu. La jeunesse africaine, d'autant plus que la France n'a pas d'amis, elle n'a que les intérêts. Moi, personnellement, je demanderais aux chefs d'États africains de demander leur autonomie vis-à-vis du futur président français, car nous, jeunesse africaine, nous sommes exigeants. Hein. Nous voulons réellement que la richesse de nos pays nous profite, que finissent ces histoires de garantie de réserve d'échange. La souffrance nous tue de trop. Merci. Il n'y a pas à demander l'autonomie. Ça fait une soixantaine d'années que nous sommes indépendants. Il y a à la consolider en revanche. Ça, c'est très important. Avoir un drapeau. À consolider ou à demander à consolider. Pour moi, on ne peut pas demander. Si nous sommes aux Nations Unies, c'est que nous sommes indépendants, nous sommes autonomes. On n'a plus besoin de demander. Nous ne sommes ni la Guadeloupe, ni la Réunion, encore moins la Papouasie. Nouvelle-Guinée. Ouais, nous sommes des pays indépendants avec un drapeau. Sur le papier, mais sur... C'est pourquoi il faut consolider. Il faut simplement consolider. C'est ce qu'a fait un certain Thomas Sankara. En 4 ans, il a tracé la voie. Il y a d'autres qui ont essayé de faire la même chose. Je pense à Assimi Goïta qui tente voilà, donc, de tracer son sillon. Donc je pense qu'il n'y a pas à demander l'autorisation à quiconque pour montrer qu'on a le titre foncier, quoi. C'est comme si vous achetiez votre maison et que vous alliez voir le voisin pour lui dire, vous savez... Je voudrais dire que j'ai un titre foncier. Je voudrais savoir si c'est moi. Non, c'est votre titre foncier. Vous n'avez aucune. Donc c'est à vous de prendre vos responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités et aller au bout de ce qu'on peut faire. Moi, je crois qu'aujourd'hui... Oui, mais la prise de responsabilité de certains dirigeants africains tourne au vinaigre. Vous avez cité abondamment le cas de Laurent Gbagbo, qui a voulu affirmer sa souveraineté. On sait comment ça s'est terminé. C'est pourquoi aujourd'hui l'Afrique a besoin d'agir, non pas à travers les petits États, parce que nous sommes tous petits, pris individuellement, mais d'agir par rapport au panafricanisme, bâtir un vrai panafricanisme d'action qui permettra à notre continent d'être davantage respecté sur la scène internationale. Parce que nous avons l'impression que dégagent nos pays, c'est qu'ils sont à la recherche permanente d'un nouveau maître. Oui, mais est-ce que ces regroupements ne sont pas beaucoup plus manipulables, beaucoup plus
filtrable par l'étranger dominateur. Le cas de l'Union européenne, je dis l'Union européenne, l'Union africaine et de la CEDEAO. Mais prenez l'Union européenne. C'est une organisation qui a l'air très indépendante puisqu'elle aide même les pays africains. Mais vis-à-vis des États-Unis vis-à-vis des États-Unis, elle est assez dépendante aussi sur le plan de la politique de défense, par exemple. Et sur le plan des partenariats, s'il y a des intérêts qui se bousculent, je ne suis pas certain que l'intérêt de l'Europe passe avant celui des États-Unis. Donc, c'est normal. Si vous prenez la CEDEAO, par exemple, vous n'avez pas l'impression que ces derniers temps, la CEDEAO semble marcher pour certains intérêts qui ne... C'est vrai. Non, certains intérêts, on peut être clair. Récemment, le président français a dit qu'il fallait un sommet. En 5 jours, le sommet s'est tenu et les condamnations qui ont été prononcées contre le Mali l'ont été dans l'esprit de ce que le président français voulait. Donc, quelque part, oui, vous n'avez pas tort de penser que ces organisations sont infiltrées et parfois pilotées de l'extérieur. C'est l'impression qu'elles donnent. Mais je crois que si elles arrivaient à devenir de vrais outils d'agrégation de compétences, de force collective, elles le seraient moins. Ces influences-là auraient moins d'effets pervers que nous ne le constatons aujourd'hui. 92 11 97, c'est Innocent qui nous écrit de Dapaon. Bonjour, Louis, merci pour le débat. L'élection présidentielle en France ne nous intéresse pas. Là, carrément. La France appartient aux Français. Peu importe celui qui gagne, c'est un non-événement. Mais le désintérêt total, légalement, vous n'êtes pas pour. Non, il ne faut pas verser au mépris. Il ne faut pas mépriser non plus. Ce n'est pas un non-événement. Un non-événement, c'est quand il ne se produit rien ou que ce qui s'est passé n'a aucune influence. Nous avons dit, par moment, même si nous ne le souhaitons pas, la coopération, la vie économique et politique dans nos pays est encore très influençable par ces partenaires-là, ne serait-ce que parce que ce sont nos premiers partenaires sur le plan économique. Donc, ce n'est pas un non-événement, c'est important. Mais nous ne devons pas en attendre plus que ce qu'il est raisonnable d'attendre. L'élection en France, c'est d'abord l'élection d'un président ou d'une présidente de la France, et cette présidente ou ce président travaille pour les Français, pour les intérêts des Français. Et nous, nous devons travailler pour les nôtres. 90 30 70 il nous écrit de Ghana, de Koumassi à Diabou, de Koumassi au Ghana. Je vous salue Niwod d'Info, merci. À votre invité, peut-être qu'il a la nationalité française en dehors de sa nationalité africaine. Il est de quelle nationalité africaine? Il est camerounais, je peux le dire. Est-ce que vous êtes français également? Mais ça, c'est ma vie privée, que je sois devenu français ou pas. Mais je suis camerounais, ça c'est sûr. Je souhaiterais que des gens plus intelligents comme Marine Le Pen, Zemmour et un autre remportent les élections. Ça permettra de résoudre la crise Russie-Ukraine. Je ne sais pas quoi répondre à cela. Il peut souhaiter, ou elle peut souhaiter la victoire de Zemmour ou de Marine Le Pen, mais sur la résolution de la crise, encore une fois, c'est la France, c'est pas l'Ukraine, c'est pas la Russie. C'est chacun joue à son niveau. Si tu es au niveau de la Ligue 1, tu ne vas pas jouer en Ligue 2, et si tu n'es pas qualifié pour participer à la Ligue des Champions, tu ne seras pas à la Ligue des Champions. Donc, je ne sais pas si la volonté de Marine Le Pen ou de Zemmour, c'est de peser dans la résolution de la crise entre la Russie et l'Ukraine, qui est devenue une guerre, qui n'est même plus seulement une crise. Je ne sais pas si c'est leur volonté et leur priorité, mais s'ils le font, tant mieux pour la paix dans cette partie-là du monde. Mais pas leur volonté, il me semble que ce à quoi le téléspectateur fait allusion, c'est leur position surtout un peu flexible vis-à-vis de Vladimir Poutine. Non, parce que ce qu'ils ont dit, d'une part, considérons deux choses. La première, c'est que Marine Le Pen a bénéficié de crédits de la part d'une banque russe. Oui, pendant que toutes les autres banques européennes ne voulaient pas lui donner de l'argent. On lui avait interdit l'accès au crédit. Elle a bénéficié d'un crédit bulgare grâce à l'appui de la Russie également. Éric Zemmour est dans une tendance qui est à peu près pareille, mais lui, il est plus, comme je vous le disais, dans la projection sur l'avenir, en misant sur le fait que Marine Le Pen sera cramée lors de la prochaine élection. Si elle ne gagne pas celle-ci, elle sera cramée. Donc, sa position à lui, qui a dit qu'il n'y aurait pas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle n'est pas crédible.
elle n'est absolument pas crédible. Peut-être qu'il aimerait s'aligner comme le fait Orban par rapport à la politique russe, mais ce ne sera pas suffisant. Mais là, un discours quand même qui est raisonnable. Lui qui dit que l'OTAN aussi a ses responsabilités dans ce qui arrive. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait dans ce cas... Mais les autres n'arrivent pas à tenir ce genre de discours, emprisonnés dans une sorte de communication. Jean-Luc Mélenchon le fait aussi. Oui, Jean-Luc Mélenchon, mais quand les autres candidats, on va dire Macron, a du mal à reconnaître les déboires de l'OTAN. Il a du mal, mais c'est en solidarité avec l'OTAN. Il fait partie de l'OTAN. C'est lui qui avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Rappelez-vous, il y a quelques années. Le même aujourd'hui est en train de vous dire, j'en avais fait le constat, mais je constate que le mort en état cérébral, il refonctionne. La crise en Ukraine a réveillé l'OTAN. Et si les candidats Zemmour et Marine Le Pen deviennent présidents, mais ne décident pas de quitter l'OTAN pour avoir une politique de défense européenne qui sera très difficile aujourd'hui à mettre sur pied du fait de l'absence de la Grande-Bretagne, qui était l'une des deux grandes puissances militaires de l'Union européenne, je ne vois pas comment ils vont y arriver. Ils ne peuvent pas s'aligner sur la Russie sans avoir à se dédire par rapport à l'OTAN. Or, l'Europe aujourd'hui et sa politique de défense sont dépendantes, tributaires de l'OTAN. Donc, Marine Le Pen ou Zemmour, tant qu'ils seront dans ce dispositif, seront obligés de s'aligner sur les positions des États-Unis et donc de l'OTAN. 93 28 32. Bonjour le plateau, je suis à Lassani depuis Gando, au Sud. Comment peut-on comprendre la visite d'Éric Zemmour en Côte d'Ivoire? Merci Annie Ward de nous donner cette opportunité d'être informé. Ben, on peut l'entendre par le fait qu'il a des militants sur place, qu'il a un comité de campagne sur place qui a organisé sa venue et qu'il est venu dans ce cadre-là. Et chaque candidat a la possibilité de choisir un pays étranger et d'effectuer une visite sur place. Oui, bien sûr, bien sûr. On lui a pas interdit, il n'est pas interdit de mouvement, il n'est pas interdit qu'il voyage. Donc il voyage et il va là où on l'invite. Emmanuel Macron était allé aux États-Unis pour faire un très gros show. Avant sa campagne, personne ne lui en a voulu. Mais si l'idée de la téléspectatrice ou du téléspectateur Alassani était de savoir s'il avait été invité par le gouvernement ivoirien, la réponse elle est non. Oui, mais peut-être en filigrane, on lit à travers sa question l'intérêt de Zemmour de perpétuer un peu les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. On sait qu'Abidjan et Paris entretiennent des relations privilégiées. Oui, c'est pourquoi je dis, je crois qu'il faut dissocier les deux. Il a une équipe de campagne qui travaille pour lui. Il y a des Français de l'extérieur qui votent. Certains d'entre eux sont en train de voter actuellement dans les différentes missions consulaire de la France. C'est normal qu'il aille vers ces électeurs-là. La campagne ne se limite pas à la France hexagonale. Elle s'étend à tous les endroits où il y a des Français. Et s'il estime qu'il y a une grosse communauté française en Côte d'Ivoire et que leur vote peut être important, je crois qu'il est logique qu'il aille les voir et qu'il leur parle de son projet, à la fois pour la France et pour eux, Français. Plus 229 67 51 08, plus 229 67 51 08. Bonjour le plateau, c'est Abiodoun Bankole depuis le sud du Bénin, précisément dans la ville de Pobé. Dans la ville de Pobé, notre invité ne connaît pas beaucoup. À quoi devons-nous nous attendre? Que devons-nous attendre de la France après les élections? Espérons que la France reste un partenaire fiable sur lequel on peut compter, ou du moins qui a un discours auquel on peut se tenir. C'est-à-dire s'il fait une promesse, qu'il la tienne. C'est tout ce qu'on peut attendre aujourd'hui de la France, parce que l'idée, c'est pas d'aller à nouveau demander un renforcement des bases militaires, demander un retour au franc CFA, demander que la France redevienne le maître colon qu'il fut il y a quelques années. L'idée aujourd'hui, c'est de trouver des partenaires fiables qui peuvent contribuer au développement du continent africain. Et plus ils sont sincères, efficaces, mieux ça vaut pour nous. On a
parlé beaucoup des candidats, les principaux. On n'a pas évoqué le sort de ceux qu'on peut appeler. Est-ce qu'on a le droit même de les appeler petits candidats? Bien sûr. Ceux qui font 1%, 2%. Non, on a parlé d'Anne Hidalgo. Ouais. C'est le candidat du Parti Socialiste, nous en avons parlé. Maintenant, les autres, est-ce qu'ils ont quelques chances de venir sur le perron de l'Élysée? On va commencer peut-être par en dehors de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. On peut, Valérie Pécresse, on l'a évoqué aussi, Éric Zemmour, Yannick Jadot, les Verts. Ouais. Est-ce qu'il a quelques... Il a fait un score intéressant lors des régionales, à travers le Parti Les Verts, pas lui en tant qu'individu, mais je crois que une hirondelle ne suffit pas pour faire le printemps. Il ne faut pas uniquement gagner une élection pour devenir un grand parti qui compte. Logiquement, l'écologie devrait être aujourd'hui le thème principal dans les campagnes, parce que l'avenir porte sur les énergies. La guerre en Ukraine d'ailleurs a cet aspect-là, c'est que en imposant des sanctions contre la Russie, le retour de bâton pour les économies qui imposent ces sanctions-là, c'est qu'il y a l'accès à l'énergie à la fois pétrolière et gazière qui est très compliqué. Donc l'écologie devrait être au cœur de cette campagne. Or, Yannick Jadot est inaudible sur ce thème-là, qui est quand même son fonds de commerce politique. Donc je ne sais pas s'il y arrivera, si malgré toute cette conjonction d'événements-là, il n'est pas audible. Je ne sais pas si cela changera quelque chose dans les prochaines semaines, dans l'entre-deux tours ou dès à présent pour le candidat Yannick Jadot. Ouais. On va parler peut-être du candidat communiste aussi, Fabien Roussel et des autres. Ancien journaliste d'ailleurs, Fabien Roussel. Mais on me fait signe que Philippe Simon est en ligne pour les dernières minutes qui nous restent. Très rapidement, est-ce qu'on peut avoir son avis sur la présidentielle en France? Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous me recevez. Si vous me recevez, est-ce que les Africains ont intérêt, est-ce que les Africains doivent s'intéresser à ces élections en France, selon vous? Alors, de mon point de vue, oui, bien évidemment. Les Africains doivent s'intéresser à l'élection en France pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'un point de vue géopolitique, l'Afrique francophone au moins reste une zone d'influence de la France. Et donc, ce qui se passe en France au niveau du sommet de l'État impacte clairement les politiques africaines. Et on peut le voir à plusieurs niveaux. Le cas le plus récent, c'est le Mali. Et on peut regarder encore avec des questions de base militaire ou même de monnaie. Donc la présence française et le leadership qui est en France est très très important parce qu'il peut aussi déterminer la tournure de certains événements stratégiques en Afrique. Donc oui, pour moi, les Africains doivent regarder avec la plus grande attention cette élection, sans toutefois, bien évidemment, tomber dans de l'angélisme ou espérer un candidat salutaire qui viendrait résoudre tous les problèmes des Africains. Mais il est évident qu'il faut avoir un œil très avisé sur ce qui va se passer à Paris aujourd'hui. Quel candidat les Africains doivent-ils soutenir dans les différents programmes? Quel est le candidat qui porte les valeurs de l'Afrique, les intérêts de l'Afrique selon vous? Alors malheureusement, je n'ai pas très bien entendu la question. Il y a un écho. Je voulais savoir si l'Afrique devrait soutenir un candidat en fonction de la prise en compte des intérêts de l'Afrique dans son programme. Alors oui, bien évidemment. En plus, j'ai fait un post dans lequel je parlais justement de ça, du fait que les Africains gagneraient à constituer et là je parle bien évidemment de ceux de la diaspora, ils gagneraient à constituer une force électorale c'est aussi parce que les Africains sont en rang dispersé que certains candidats, notamment d'extrême droite, peuvent leur manquer de respect de la manière la plus flagrante possible. Si les Africains constituer une force électorale en France, je rappelle que quand on prend toute la population africaine présente en France naturalisée, on est quand même à près de 15% de la population. C'est énorme. Donc, si ces 15% de la population décidaient de constituer une force électorale qui vote massivement ensemble pour un candidat,
il est évident que tous les candidats viendraient faire la cour à cette force électorale et arrangeraient leur position quand il s'agit de s'exprimer sur la place publique et même de comment est-ce qu'ils travailleraient avec l'Afrique. Donc, moi, je pense que les Africains, alors sans bien évidemment tomber dans une consigne de vote, mais je pense que les Africains gagneraient à regarder les élections en France en se posant simplement la question des intérêts. Quel candidat garantit plus mes intérêts? C'est ce qu'on voit déjà chez les anglo-saxons, notamment aux États-Unis, avec une organisation qui fait que les candidats et que les populations, les couches de la société s'organisent afin de pouvoir peser dans les programmes même des candidats, en forçant les candidats à intégrer certaines de leurs revendications dans leur programme pour avoir en contrepartie leur voix. Donc je pense que les Africains, notamment ceux qui sont dans la diaspora, pourraient, en tout cas moi c'est la proposition que je fais, s'organiser de telle sorte que pour les prochaines élections législatives, présidentielles et même communales, toute forme d'élection, qu'il y ait des organisations qui pèsent sur les élections et qui aient des revendications claires en ce qui concerne la politique des Noirs, la politique française en Afrique et bien évidemment du traitement des Noirs en France, enfin des Africains en France et partout là où ils se trouvent. D'accord. Et très rapidement, pour qui votez-vous, vous, cette fois-ci? À titre personnel, Oui. ça c'est une question très personnelle, donc je n'y réponds pas en direct. Merci Philippe Simon, merci de nous avoir rejoints pour cette dernière minute de New World Forum. Votre compatriote, hein, Philippe Simon. Oui, oui. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce qu'il disait. En revanche, sur le vote des Noirs, je crois qu'il faut être clair. Hein. Le point sur lequel nous avons le plus failli en tant qu'Africains et Français d'ascendance africaine, c'est que nous n'avons pas pu constituer ce que les Noirs ont fait aux États-Unis, c'est-à-dire une National Association for the Advancement of the Colored People. On n'a pas fait quelque chose qui nous permettrait de peser. Christiane Taubira a été candidate en 2002 et tout ce que l'on retient de sa candidature, c'est qu'elle a fait perdre les élections à Lionel Jospin. Que les voix qui lui ont été données, c'est à cause de ces voix-là que Lionel Jospin n'est pas arrivé au second tour. Elle a essayé d'être candidate. Elle a échoué d'être candidate cette année. Cette année, elle n'a pas pu obtenir les signatures pour être candidate. Quand vous avez une situation comme celle-là, dans laquelle je suis content d'avoir les statistiques concernant les Africains qui vivent en Europe et qui vivent en France et qui ont été naturalisés, mais est-ce que ces statistiques sont autorisées en France? C'est pas autorisé. Et quand vous essayez d'organiser la communauté, on vous dit que vous pratiquez le communautarisme ou vous faites du divisionnisme. Donc, tant que les Africains et les Noirs, que ce soit les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais et autres, n'arriveront pas à redevenir une force sociale et politique importante qui existe par elle-même et qui peut diversifier sa présence dans les partis, c'est-à-dire qu'on ait des Noirs au Rassemblement national, au Parti socialiste et ailleurs, et qu'à un certain moment, au moins l'un d'entre eux émerge, comme le fit Obama aux États-Unis, on n'existera pas politiquement. Absolument. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas uniquement voir l'influence sur l'Afrique, il faut voir l'influence sur les Africains et les Noirs en France. Et pour l'instant, c'est une quantité négligeable qui est très négligée par les politiques. Merci. Louis Magloire Kemayo, on n'a pas parlé des autres candidats. Il faut noter quand même qu'il y a Nicolas Dupont-Aignan, oui, qui est encore candidat, Jean Lassalle et Philippe Poutou. Nathalie Arthaud, donc voilà les choix possibles aujourd'hui en dehors de ceux que nous avons évoqués. Merci beaucoup Louis Magloire d'être passé. Merci à vous. Et ce forum se referme. Merci à tous de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.